Alors, je suis avec Luc Anglès et Bruno Philippe de la CFTC Bouches-du-Rhône. Et nous allons aborder deux points importants en ce début d'année. C'est le télétravail, avec l'accord national interprofessionnel qui fait suite à un accord national de 2005, et les congés payés, avec les déclarations qu'on a entendues en fin d'année 2020, savoir comment on allait gérer ces jours de congés qui n'ont pas été pris par les salariés à cause de l'activité partielle et du chômage et de la pandémie et de tout ce que ça a généré. Alors, on va commencer par le télétravail, puisque le télétravail a pris un essor extraordinaire pendant cette pandémie. Pourquoi on a préféré faire un accord national plutôt que de laisser dans l'entreprise la négociation se faire gentiment, parce que chaque entreprise a des besoins particuliers et doit gérer le télétravail de manière particulière. Alors, avant de répondre directement à la question, je voudrais revenir sur la genèse de cet accord d'Annie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le précédent accord national interprofessionnel remonte à 2005. En 15 ans, il s'est passé des choses, notamment sur Internet, sur le digital, sur l'intelligence artificielle. En plus, il y avait les ordonnances de 2017 qui sont venues percuter et donner une lisibilité très mauvaise, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs. Donc, cette année, la CFTC a été moteur dans les discussions. Il faut savoir que sur les premiers mois de l'année, juste après donc, le premier confinement, il y a eu des discussions entre les organisations patronales et syndicales. Ces discussions ont traîné un petit peu dans la durée et se voulaient être principalement un diagnostic de la situation. Notre position à la CFTC était de dire « Ok, donc les diagnostics, c'est bien. Ok, les chartes, c'est bien. Les guides des bonnes pratiques, c'est bien. Par contre, il est indispensable pour nous d'avoir un accord de télétravail. » Si bien qu'il y a eu une première dans le dialogue social en France. En septembre, la CFTC a quitté la table des discussions. C'est quelque chose qui était... C'est la première fois que ça se passait. On voulait vraiment qu'il y ait des avancées importantes dans le cadre d'un ANI. Nous sommes revenus à la table, cette fois non plus des discussions, mais des négociations, en faisant des propositions concrètes donc, sur l'ANI, qui nous a amené fin novembre donc, à la publication d'un texte sur lequel nous retrouvons une grande majorité de nos propositions et sur lequel nous serons signataires, bien évidemment. Alors, signataires, quelles sont pour vous les avancées et les reculs par rapport à l'ANI de 2005 ? Avant de revenir sur le sujet, je vais revenir un petit peu à la question initiale. Pourquoi un ANI ? Pourquoi pas un accord d'entreprise ? Pour nous, les deux sont tout à fait compatibles. L'ANI fixe un cadre et ensuite, au plus près du terrain, nous allons négocier en fonction des besoins des entreprises et des salariés au niveau local. Et ça, pour nous, c'est vraiment fondamental, puisqu'à la CFTC, bon, nous prenons des valeurs, la valeur humaine en priorité et être au plus proche du territoire. Pour en revenir maintenant aux avancées, nous notons des avancées importantes avec le volontariat et la réversibilité. Ils ont été remplacés donc, par rapport au texte précédent. Et aujourd'hui, on a une notion de double volontariat, salarié et entreprise. Il y a également la prise en charge des frais qui doit permettre, dans le cadre d'un accord d'entreprise, justement, de donner des satisfactions. Donc, dans l'entreprise, le point à gagner, c'est le chauffage, l'électricité, les frais d'Internet. Ça va être des sujets de discussion. Il y a eu donc également la mise en place du télétravail en cas de crise sanitaire. Malheureusement, donc, ce que nous avons vécu
en 2020. Et un point très important pour nous également, c'est le droit à la déconnexion et également le respect de la vie privée. Ça, ce sont des éléments majeurs pour nous d'avancer par rapport à l'année de 2015. Alors, les conséquences pour l'environnement de l'entreprise, est-ce qu'à la CFTC, vous y avez pensé, les sous-traitants, on va jusqu'aux ascensoristes, parce que si à la Défense, on rend des étages complets d'immeubles, il va y avoir des soucis sur l'immobilier de bureaux avec le prix qui va s'écrouler. Est-ce que dans votre réflexion, vous l'avez pris en compte? Tout à fait, tout à fait. Les conséquences, je vais parler un petit peu des conséquences sur l'environnement au sens large. Il y a un avantage indéniable sur le télétravail, c'est la limitation des déplacements. Partant de là, ça ne peut avoir qu'un bilan énergétique positif. Ça, c'est un point très important que l'on met en avant. Effectivement, sur les zones de quartier d'affaires, sur les zones que l'on connaît de plus en plus, donc où il y a des entreprises qui s'installent, ça va poser des difficultés majeures. Ces difficultés majeures doivent permettre au pouvoir public également de pouvoir travailler avec les partenaires sociaux, aussi bien les organisations patronales que syndicales, pour prendre des décisions, et gageons que l'ensemble de ces éléments nous permettent de construire le monde de demain. Écoutez, on va rester sur cette fin plutôt optimiste, et en espérant qu'on sorte de cette période de pandémie avec un nouveau monde qui se construise autour d'un accord télétravail à négocier dans les quelques détails dans les entreprises de manière favorable aux salariés. Alors, je me tourne vers Bruno. Bruno, bonjour. Bonjour. Pourquoi un accord ou un décret sur les congés payés alors que les choses devraient là aussi se passer en fonction des besoins des entreprises? Alors, je pense que, avant là aussi de rentrer dans le détail de la question, juste rappeler quelques éléments concernant le contexte. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que le chômage partiel suspend le travail, mais pas le contrat de travail. Donc, les congés payés restent acquis durant cette période. Et donc là, aujourd'hui, on se retrouve face à un effet cumulatif du chômage partiel avec ces congés payés. Donc là, aujourd'hui, il va falloir aussi être éligible pour pouvoir rentrer dans cette base-là. Donc il va falloir avoir soit une notion de 140 jours depuis le début de janvier 2020. Il va falloir aussi ou, puisque c'est l'une ou l'autre, être sur une activité réduite de 90% du chiffre d'affaires. D'accord. Il faut prendre en compte donc l'idée que derrière le chômage partiel aujourd'hui est moins favorable que le fait de payer les congés payés. Donc pourquoi rentrer dans un ANI plutôt que sur un décret? Je pense que c'est pour embarquer tout simplement le plus grand nombre et faire en sorte qu'il y ait une homogénéité sur les façons de faire et de façon à embarquer derrière les partenaires sociaux. D'accord. Alors, quels sont les enjeux pour les salariés? Alors l'enjeu, pour moi, il est triple. L'enjeu, il est d'abord de pouvoir avoir un aspect économique. Parce que le congé payé, comme je l'ai dit, il est plus favorable quelque part que le chômage partiel. Puisque dans les dispositions qui sont prises par cet accord, on a effectivement une prise en charge qui est plus importante. Ensuite, elle est technique, c'est-à-dire qu'il faut éviter cette accumulation de congés payés, parce qu'à un moment donné, ça coûte. L'entreprise va se retrouver dans une situation de blocage avec un fort stock et un coût de ce stock. Et bien évidemment, l'objectif, c'est aussi de pérenniser l'emploi, puisque l'entreprise, si elle est en défaut, elle peut être mise avec les emplois qui sont en jeu. Donc l'objectif, c'est de pérenniser tout ça. Donc, alors, pour l'employé, c'est important. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce qu'on a entendu que les périodes de chômage partiel pourraient être prises en congé, est-ce qu'il n'y a pas une double peine pour les salariés qui vont devoir considérer qu'ils ont été en congé pendant leur chômage partiel ou pendant le chômage partiel à venir? Encore une fois, je pense qu'il y va de la responsabilité de tout le monde, à un moment donné, de pouvoir sécuriser les choses et de pérenniser l'emploi. C'est-à-dire que je pense qu'enfin, si je prends mon avis personnel là-dessus, j'ose espérer qu'il est partagé, en tout cas sur cette partie-là. Je préfère faire cet effort-là que de voir mon emploi sacrifié.
Donc je pense quand même aujourd'hui que ces solutions-là sont là pour pérenniser l'emploi, pour pérenniser les entreprises qui sont en grande difficulté dans certains secteurs. Je pense à la restauration, à tout ce qui tourne autour des spectacles. Il y a aujourd'hui des secteurs qui sont en grande souffrance et qu'il faut sécuriser du mieux qu'on peut. C'est vrai que si un chef cuisinier décide de prendre tous les congés qu'il a accumulés sur les mois de juillet, août, où là ça devrait marcher normalement, ça peut poser un problème. Quoique, ça peut créer un emploi d'un cuisinier qui n'en aurait pas eu. Pourquoi pas? Mais c'est tout. Voilà, encore une fois, il faut rester vigilant sur effectivement ne pas avoir des débordements, mais il faut rester, on va dire, imaginatif sur les possibilités de sortir de cette crise. Mais je crois qu'en fin de cette interview, on peut dire que d'un côté, on a un optimisme en disant ce nouveau monde avec la négociation d'entreprise qui va aller améliorer l'accord national interprofessionnel nous donne un peu le sourire et peut-être va nous faire dire qu'on va en sortir finalement et qu'on va en sortir en bon état. Et de l'autre côté, on entend parler de créativité. Finalement, on a le droit d'être optimiste pour cette sortie de crise. Il faut être optimiste, si absolument. On en sort. Si on en sort, et il faut l'être, parce qu'il y va, encore une fois, de la santé financière de l'ensemble de l'économie. Merci à tous les deux d'être venus nous voir sur le plateau de Webstran. Et puis j'espère qu'on se revoit bientôt pour dire, voilà, les accords sont bien passés, et ça se passe bien dans l'entreprise, on a créé de l'emploi, on a récupéré ce qu'on a perdu, et on a des lendemains avec le soleil qui brille et le chant de l'alouette. Merci beaucoup. Merci à vous.